Bienvenue dans notre salle de classe pour la 5e leçon virtuelle en histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect important mais tragique de la Seconde Guerre mondiale, l'extermination du peuple juif et d'autres minorités par le régime nazi. Les documents présentés dans cette vidéo ont été choisis par mes soins afin d'éviter de choquer les enfants, sans pour autant édulcorer l'horreur dont ils témoignent. Outre les connaissances historiques, l'objectif est ici de comprendre l'importance des valeurs telles que le respect de l'autre, quelles que soient ses différences, et également de comprendre comment des idées ouvertement racistes et antisémites ont conduit à l'impensable. En 1923, Hitler tente de renverser le gouvernement allemand lors de ce que l'on surnommera le putsch ou coup d'État de la brasserie. Il fera 13 mois de prison pour ces faits. Durant cette période, il entamera la rédaction d'un ouvrage où il commencera à développer ses thèses racistes et antisémites. Mein Kampf, mon combat en français. Dans les questions jointes à cette vidéo, vous aurez l'occasion de lire un court extrait de cet ouvrage, médiocre de par sa qualité littéraire, mais qui permet de mieux comprendre certains événements de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet ouvrage apparaît alors la notion de race, et plus particulièrement de race aryenne, une race prétendument supérieure. Il est important que vous compreniez que parler de race pour différencier les êtres humains est une ineptie biologique, cela n'a pas de sens. La seule race qui existe est la race humaine, au sein de laquelle les êtres humains ne sauraient être différenciés, et encore moins classés ou hiérarchisés, en fonction de leur couleur de peau, de la couleur de leurs yeux ou de leur religion. En septembre 1935, Hitler et les principaux dirigeants du Reich se rassemblent à Nuremberg pour discuter des lois dites sur la protection du sang allemand et de l'honneur allemand. Ces lois sont communément appelées lois de Nuremberg. Avec elles, le parti nazi limite les libertés des Juifs en leur interdisant par exemple le mariage avec les citoyens de sang allemand. Ces lois sont encore durcies en 1938. Les Juifs se verront alors interdire l'accès à de nombreuses professions et condamnés de manière totalement arbitraire à verser de l'argent au parti nazi. Retenez bien ce nom de Nuremberg, nous en reparlerons à la fin de la leçon. Comme je vous l'ai déjà expliqué, Hitler développe une théorie selon laquelle les êtres humains pourraient être classés en différentes races qui seraient elles-mêmes hiérarchisées. En d'autres termes, certaines races seraient supérieures, tandis que d'autres sont qualifiées d'inférieures. Hitler appelle la race supérieure la race aryenne. Observez à présent la fiche que je vous propose ici. Décrivez les caractéristiques de la race aryenne selon Hitler. Ensuite, vous pourrez observer la tenue du petit garçon sur la gauche. Essayez de faire le lien avec ce dont nous avons parlé à propos de l'éducation selon Hitler. En 1939, je vous rappelle que l'Allemagne envahit la Pologne. Dès l'hiver 1939, le régime nazi commence la persécution des Juifs. Le ghetto de Varsovie est un des exemples les plus tristement célèbres, marquant le début de ces persécutions. Jusqu'à 380 000 Juifs y seront enfermés. Cette photo a été prise en 1943, lorsque la population du ghetto va se rebeller contre l'armée allemande. Je l'ai choisie car elle est l'une des photos les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Vous aurez sûrement l'occasion de la voir dans vos cours d'histoire au collège puis au lycée. Les conditions de vie dans le ghetto sont déplorables. Beaucoup de gens meurent de maladies comme le typhus ou la tuberculose, mais aussi de la faim. Cette ghettoisation de la population juive annonce le drame des camps de concentration, des camps d'extermination. Je vais à présent vous demander de rechercher la définition de ghetto. Recherchez également si ce terme a toujours la même signification aujourd'hui. Dès 1933 et l'arrivée d'Hitler à la chancellerie, le Troisième Reich met en place des camps de concentration dans des buts punitifs et discriminatoires, pour éloigner les opposants au régime et enfermer, maltraiter diverses catégories de rejetés par la société allemande. En observant les documents que je vous propose ici, pouvez-vous me dire quelles étaient les populations visées par la déportation en camp de concentration? Observez à présent le dessin. Comment sont habillés les déportés? À votre avis, pourquoi sont-ils habillés ainsi? Quel est le but de l'armée allemande? Qu'en pensez-vous? En janvier 1942, à Wannsee, un pas de plus est franchi vers l'horreur. Le régime nazi décide la mise en place de ce qu'il appellera la solution finale. Il n'est plus seulement question de déporter et d'emprisonner les juifs et les tziganes, mais bien de les exterminer. Certains camps de concentration sont alors convertis en camps d'extermination où quelques 6 millions de juifs et de tziganes périront dans les chambres à gaz. Le camp d'extermination le plus célèbre est celui d'Auschwitz-Birkenau. Le lieu regroupe en fait deux camps de concentration
concentration et un camp d'extermination où seront tués 1,1 million de personnes, dont 1 million de juifs. On parle de génocide. La plupart étaient tués dès leur arrivée en train dans le camp. Vous pourrez d'ailleurs distinguer les rails sur cette photo. Mais au fait, savez-vous dans quel pays se trouve Auschwitz? Je vous propose maintenant de lire cet extrait du livre « Si c'est un homme » écrit par Primo Levi, survivant des camps. Les déportés sont-ils au courant du sort qui les attend? Des Vous lirez cette carte afin de répondre aux questions suivantes. Dans quel pays sont-ils principalement localisés? Y a-t-il des camps de concentration en France? Et oui, comment s'appelle-t-il? Et dans quelle région actuelle est-il localisé? Retournons à présent en France. Les lois antisémites ne sont pas réservées à l'Allemagne. En 1940, sous le régime de Vichy, la France, gouvernée par Philippe Pétain, adopte les lois sur le statut des Juifs. Les personnes juives sont recensées, surveillées, fichées. Les Français doivent prouver qu'ils ne sont pas juifs pour obtenir un certificat. Les libertés des personnes de confession juive sont dangereusement réduites. Certains métiers, ainsi que les parcs publics, leur sont interdits. En juin 1942, une nouvelle étape est franchie. Les Juifs doivent porter, bien visible, une étoile jaune en tissu sur leurs vêtements. Le symbole de l'escalade de l'antisémitisme en France sous le régime de Vichy est sûrement la rafle du Vélodrome d'hiver, dite rafle du Veldiv. Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 Juifs, dont environ 4 000 enfants, sont arrêtés et parqués dans le Vélodrome d'hiver à Paris. Symbole de la collaboration du gouvernement de Pétain avec le régime nazi, cette rafle est la plus importante arrestation de Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces 13 000 personnes seront détenues pendant 5 jours dans des conditions sanitaires déplorables avant d'être envoyées vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Moins d'une centaine en reviendront. Les exemples d'arrestation de Juifs suite à des rafles ou des dénonciations sont malheureusement nombreux. Ainsi, les 44 enfants hébergés dans la colonie de vacances d'Isieux seront dénoncés puis déportés le 6 avril 1944. Aujourd'hui, la maison d'Isieux est un musée qui a pour vocation d'entretenir la mémoire des enfants d'Isieux et de témoigner de la barbarie du régime nazi. Les événements que je vous ai présentés jusqu'à présent ne se sont malheureusement pas finis de manière heureuse. En plus, ils mettent en avant des aspects peu glorieux de la nature humaine, racisme, antisémitisme, dénonciation. Heureusement, de nombreuses personnes ont choisi de s'opposer au péril de leur vie à la barbarie nazie. Ces personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre sont reconnues comme justes parmi les nations. Cette distinction a été créée en Israël en 1953, en même temps que le mémorial de la Shoah de Yad Vashem. On compte aujourd'hui environ 25 000 justes, dont plus de 4 000 en France. J'ai choisi pour illustrer cette notion l'exemple d'un juste italien, Gino Bartali, un cycliste vainqueur du Tour de France en 1938. Pendant la guerre, il transportait des faux papiers cachés dans la selle de son vélo. Il a ainsi sauvé près de 800 juifs et a été reconnu juste parmi les nations en 2013. Vous vous demanderez peut-être si les crimes perpétués pendant la guerre ont été punis. Heureusement oui. Vous vous souvenez de Nuremberg et de ses lois antisémites? À présent, voici les procès de Nuremberg. De novembre 1945 à octobre 1946, 24 des principaux dirigeants du Reich sont jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et condamnés à mort ou à la prison à perpétuité. Les nazis refuseront de reconnaître leur participation et nieront le génocide juif. Encore aujourd'hui, certaines personnes affirment que les camps de concentration et d'extermination n'ont pas existé. On parle de négationnisme. Certains nazis vont fuir l'Europe pour ne pas être arrêtés et jugés. Beaucoup iront se cacher en Amérique du Sud, notamment en Argentine. Certaines personnes ont voué leur vie à retrouver ces nazis et à les livrer à la justice. Je vous citerai en exemple Serge Klarsfeld, un historien et avocat français qui, avec sa femme Beate, ont passé 25 ans de leur vie à traquer les nazis. À présent, j'aimerais faire un lien avec la littérature. Il existe de nombreux ouvrages sur la Shoah. Certains sont des témoignages, d'autres des fictions. Le témoignage le plus célèbre est bien sûr le journal d'Anne Frank. Cette jeune fille, juive néerlandaise, se cache pendant plus de 2 ans avec sa famille pour échapper à la déportation. Pendant cette période, elle écrira son journal intime. En 1944, sa famille est dénoncée et arrêtée. Anne Frank mourra du typhus dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Son père, survivant des camps, décidera de faire publier le journal de sa fille. Aujourd'hui, le journal d'Anne Frank est traduit en 70 langues et a déjà été vendu à 30 millions d'exemplaires. Autour de vous,
Vous trouverez sûrement nombreuses rues ou écoles, parcs qui portent son nom. Certains auteurs de littérature jeunesse ont essayé le difficile exercice d'aborder l'horreur de la guerre dans des albums pour enfants. Tommy Ungerer réussit cet exercice avec brio dans son album Autobiographie d'un ours en peluche. Si vous avez l'occasion de l'emprunter à la médiathèque, vous ne pourrez pas rester insensible à l'histoire de cet ours en peluche et sa tache d'encre violette. Si vous êtes sage, je vous le lirai peut-être. Nous voici arrivés au terme de cette leçon sur le génocide juif et tzigane, mais je ne pouvais décemment pas vous quitter sans vous montrer une photo de cette femme. À vous de trouver de qui il s'agit et pourquoi j'ai choisi de conclure cette leçon par cette photo. Bonne recherche et à bientôt pour la dernière leçon sur la Seconde Guerre mondiale.